Bienvenue sur cette vidéo, ici Samantha Ugly, je suis sur un voilier au Portugal avec Vincent. Donc salut Vincent, ça va? Très bien. Cool. Bah, du coup on est en train d'aller on va aller visiter des grottes là, alors il n'y a pas beaucoup de vent donc on avance super lentement. Mais du coup on va en profiter pour faire cette petite interview. J'avais plein de questions à poser à Vincent sur le voyage en voilier. Donc tu voyages en voilier, tu voyages depuis combien de mois déjà? Je suis parti en juin, donc oui, si tu fais le calcul, ça fait 6 mois, quoi. 6-7 mois. Ah, c'est trop cool. Et du coup, vous avez été aussi beaucoup à m'envoyer des questions que vous voulez que je lui pose. Du coup, déjà, merci d'avoir accepté cette interview, c'est trop cool. Mais de rien, tout le plaisir est pour moi. Je pensais pas que ça susciterait tant de questions que ça. Mais oui, mais on a tellement pas l'habitude. Enfin, toi, je pense que tu connais d'autres voyageurs en bateau, du coup. J'en rencontre, oui, effectivement. Ouais. Souvent, oui. C'est ça. Des solitaires comme moi, c'est rare. En fait, j'en ai pas rencontré. Depuis la France, j'en ai pas rencontré un seul. Mais sinon, des gens qui voyagent en bateau, qui vivent à bord, oui, c'est quand même assez fréquent. Yes. Bah, moi, j'en connais pas, en fait. Enfin, je connais deux filles qui voyagent en bateau, mais sur les réseaux sociaux. Okay. Mais j'ai jamais rencontré de voyageurs en bateau. Du coup, c'est super intéressant. Je suis super contente. J'ai plein de questions à te poser. Ouais, très bien, fais-toi plaisir. Du coup, si tu peux déjà nous dire un petit peu ton parcours. En fait, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a tout d'un coup motivé à dire ok, je pars voyager en bateau. Ouais, alors je vais faire rapide. Hein. J'ai grandi à Nîmes dans le sud de la France. Ensuite, j'ai fait des études Grenoble, Lyon. J'ai travaillé à Aix et puis en 2019 je suis parti à Oslo, 3 ans là-bas comme ingénieur logiciel, donc en tout j'ai 10 ans d'expérience derrière l'écran. Et puis l'écran m'a un petit peu saoulé à la longue, même si j'adore mon métier, que je l'aime toujours. C'est vrai que la routine du quotidien, aller au travail, s'asseoir sur une chaise, revenir le soir et puis claquer plein d'argent tout le temps alors que finalement on ne fait pas grand-chose. Ou voyager, prendre un avion, voyager dans le pays où on va pendant une semaine ou deux, revenir et puis reprendre le boulot, reprendre la routine, c'est quelque chose qui m'a un petit peu ennuyé. Hein. Et puis c'est pour ça que j'avais tendance tous les 2-3 ans à changer de copine, changer de travail, changer d'appartement, changer de vie quoi, tout le temps. Et du coup je me suis dit, moi qui ai fait du bateau en famille quand j'étais petit, est-ce que je pourrais pas habiter sur mon bateau et voyager tout le temps, plutôt que je déménage à chaque fois, autant que j'emménage dans un endroit mobile. C'est un petit peu la base. Alors pourquoi le bateau? C'est parce que, comme je disais, là on en faisait en famille quand j'étais petit. Et puis moi j'aime vraiment tout ce qui n'est pas très statique, hein, tout ce qui fait du parapente, des choses comme ça, de la moto, et tout ce qui est un peu sport mécanique, ça me plaît bien. Et la voile, je sais que j'ai tous mes souvenirs d'enfance qui sont dans la mer. Donc revenir par là, ça me permettait de boucler une boucle assez intéressante en fait. Ouais, c'est cool, c'est super inspirant. Et moi la première question qui m'était venue, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure en off, c'est vraiment mais comment tu te prépares en fait. Déjà il faut acheter le bateau, déjà comment tu choisis un bateau, etc. Et comment tu te prépares en fait, parce qu'il y a plein de compétences à avoir. Moi j'ai fait les choses assez rationnellement, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas voulu prendre de risques. J'ai pas voulu prendre de risques parce que la mer c'est quand même un milieu qui est pas spécialement naturel hein, pour l'homme. Donc il faut des compétences, donc j'ai voulu acquérir ces compétences. Donc d'abord je me suis formé, je me suis inscrit à une formation moniteur de voile qui m'a permis de devenir autonome. Ensuite, déjà j'avais commencé par des petits stages comme ça d'une semaine jusqu'à atteindre un niveau d'autonomie, ce qui m'a permis d'acheter un premier bateau quand j'étais en Norvège. Là-bas j'ai juste très peu navigué, mais après voilà, j'ai vraiment investi dans une formation sur 6 mois et qui m'a permis d'avoir le niveau minimum pour partir de manière rassurée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, j'ai acheté le bateau. Alors bien sûr, il faut un investissement. Moi, je suis parti avec un investissement de 24 000 euros. Donc j'ai économisé justement en habitant sur mon bateau tout en étant ingénieur en informatique. Donc ça m'a permis d'avoir quasiment pas de loyer quand j'étais en Norvège et de mettre quasiment, je sais pas, les 80% de mon salaire de côté. Donc j'ai réussi à ramasser cette somme-là en moins d'1 an. Ce qui était surprenant pour moi d'ailleurs, je ne m'attendais pas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu es digital nomade, parce que tu travailles aussi, ouais, tu travailles en voyageant. Et là, il y a d'ailleurs une des questions qui est revenue très souvent là sur Instagram, c'est comment tu fais pour travailler sur ton bateau et ta connexion internet, comment ça se passe?
Alors je travaille peu en navigation. C'est vrai que bon, là j'ai pas vraiment lancé mon cœur mon activité, ma vraie activité qui est le développement logiciel. Là je fais de l'analyse de données, donc c'est une activité qui est moins prenante cérébralement. Donc je peux faire ça en navigation, ça m'arrivait de le faire. Dans ces cas-là, j'utilise tout simplement mon téléphone. La connexion 4G en Europe est très largement suffisante. Hein. Quand on est sur la côte comme ça, en fait, la couverture, s'il n'y a pas d'obstacle, elle est très bonne. Hein. Donc jusqu'à 6 voire 10 000 des côtes, 10 000 nautiques des côtes, j'ai réussi à avoir des connexions. Ce qui m'a permis de bosser de temps en temps tout en naviguant. Après, bon voilà, hein, j'ai travaillé que quelques fois tout en naviguant. La plupart du temps, je me mets un mouillage, comme ça j'ai l'esprit tranquille. Je suis pas... Là par exemple, ça se voit peut-être sur la vidéo, mais je suis en train quand même de naviguer, de voir ce qui se passe devant. Je sais qu'il y a un bateau qui arrive là-bas, il y a un casier, il y a des choses. Voilà, j'ai l'esprit qui est quand même en train de travailler. Donc travailler doublement, c'est-à-dire sur quelque chose et la navigation, c'est parfois un petit peu tendu. Donc c'est quand même plus confortable de faire ça au mouillage. Donc ça m'est arrivé de me retrouver à des mouillages où il n'y a pas de connexion, bah c'est simple, hein, je lève l'ancre et je vais ailleurs. je vais là où il y a du réseau. Mais franchement, à part en Bretagne où la connexion était assez médiocre parce que j'étais tout le temps dans des îles un petit peu perdues, sinon la connexion elle est vraiment très bonne. La couverture 4G suffit largement. Après la question c'est plus l'abonnement. Voilà, en Europe, l'Union Européenne tolère qu'on puisse utiliser l'itinérance de données pendant 4 mois. Ah non, c'est quelque chose comme ça. Sur 4 mois, il ne faut pas qu'on utilise plus de 50% de notre forfait à l'étranger. Donc ça, bon, bah, quand on consomme du giga à l'étranger comme moi et qu'on est tout le temps à l'étranger, bah, ça vient vite. Donc après, bah, on s'arrange avec des petites cartes, locales. Ouais. Là, j'ai une offre, j'ai 60 gigas pour 30 € sur un mois. Ouais, Vodafone aussi. Ouais, Vodafone. Largement acceptable. Portugal, Vodafone, c'est trop bien. Ça marche bien. Ouais. Du coup, j'en viens à la prochaine question. C'est quoi ton ratio à peu près entre mer et terre en fait? Combien de temps tu restes en mer? Combien de temps tu restes sur la terre? Alors, là, il y a une petite question de définition qui se pose. Qu'est-ce que tu appelles être en mer et être à terre? Quand je suis au mouillage, est-ce que c'est être en mer? Ah ouais, ok. Non, combien de temps tu navigues? Oui. Et combien de temps tu vas te poser quelque part dans un port ou en mouillage? Moi, j'y vais tranquille. J'y suis allé tranquillement. Le trajet que j'ai fait, hein, donc de Lorient jusqu'à ici, sans traverser le golfe de Gascogne, ça a fait une petite trotte, mais j'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement. Mais le but, c'est pas d'aller vite. Pour moi, c'est plus d'y aller à mon rythme. Donc en fait, j'ai dû naviguer, je sais pas, faire 2-3 jours de navigation par semaine. Puis j'ai fait une pause aussi de 1 mois à Saint-Jean-de-Luz. Donc j'ai fait une pause d'1 mois, les vacances en famille. Des fois, il n'y a pas eu de vent quand j'étais à la Corogne, donc je suis resté 2 semaines là-bas, 2 semaines et demie. Voilà. Après, c'est vrai que j'alterne plus des périodes de navigation où j'ai envie de faire de la distance. En fait, c'est simple, hein, quand tu arrives à un endroit, au début c'est génial, puis au bout de 2 semaines, tu commences à avoir au bout d'une semaine, tu as tes marques, au bout de 2 semaines, tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien partir, et du coup, là, je vais naviguer, je sais pas, peut-être plusieurs jours d'affilée, 1 semaine, quelque chose comme ça, en m'arrêtant, soit je m'arrête le soir, pour faire des navigations à la journée, ou des fois, je fais des trajets d'une traite. Par exemple, quand j'ai fait la Corogne Péniché, donc Péniché c'est un petit peu au nord de Lisbonne, au nord-ouest, c'est le premier cap qu'il y a depuis la Corogne, depuis le Cap Finistère. Ça je l'ai fait d'une traite, donc ça m'a fait 3 jours je crois, quelque chose comme ça. Et comment ça se passe? On en avait parlé, mais pour qu'ils puissent savoir aussi comment ça se passe la nuit. La nuit? Ouais. Bah la nuit c'est comme la journée, sauf qu'il fait noir, et tu vois les bateaux à leur lumière. Comment tu dors? Comme la journée, je dors tout le temps en fait. Moi, ma façon de faire, c'est de dormir le plus possible. Et tout simplement parce que j'adore ça. J'adore dormir, et encore plus en mer. Quand je suis dans ma couchette, là je suis trop bien, quoi. C'est trop confortable, c'est le rêve, quoi. Et donc du coup, ce que je fais, quand je pars sur plusieurs jours, en fait, je fais une veille, je regarde, est-ce qu'il y a des bateaux autour, je vérifie mon cap, ma direction, je fais un point sur ma carte, et puis je vais m'allonger 20 minutes. Et toutes les 20 minutes, je vais sortir la tête, voir si tout va bien, faire une vérification, le point sur la carte, ça va plus à toutes les heures, le point sur la carte. Mais je ne fais,
toutes les 20 minutes, je fais un tour d'horizon. Je Mmh. vérifie s'il n'y a pas de danger qui arrive, si tout va bien. Donc tu peux pas dormir genre 3 heures d'affilée, c'est pas possible. C'est trop Non. dangereux. Alors d'affilée, sans réveil, mais sur 3 heures, voilà, je vais me réveiller toutes les 20 minutes. Et ça se fait bien. Alors la première nuit est un peu difficile, c'est vrai, évidemment. Mais après, ça se fait vraiment très très bien. Mmh. Et puis voilà, des siestes, j'en fais... je fais que des siestes en fait. Ma vie, c'est une vie de sieste. Quand je suis en mer. C'est trop bien. J'adore. Alors la journée, évidemment, il y a des fois, je vais passer quelques heures à être dehors, et puis après, je vais faire une autre sieste. Au bout de 3 heures, je vais refaire une sieste, et puis après, je vais recommencer. Faut vraiment s'écouter, il faut se ménager, prendre soin de soi, il faut bien manger, il faut bien s'alimenter, et puis c'est tout, quoi. En fait, ta vie, elle est vraiment rythmée par les conditions météorologiques, Ouais, tout à fait. Oui. par tout ce qui tourne autour du bateau. Oui, on subit, hein, on contrôle rien. Donc on anticipe. C'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est ça, c'est anticiper. Mais sinon, une fois qu'on est en mer, on subit un peu les éléments. Hein. Bah, c'est comme là, on avait un plan, on voulait aller dans l'autre sens, on voulait faire quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais, faut Et- pas. Ouais, si tu commences à avoir un programme en bateau, c'est le meilleur moyen d'être frustré. Hein. Ouais. C'est un peu contrariant. Ouais. Donc, non, faut pas se prendre la tête, faut y aller tranquille. Hein. C'est cool. Voilà. C'est Il cool. y a un an, je voulais aller en Norvège, et puis finalement, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, je vais aller au chaud, et puis je suis là. Je sais pas où est-ce que j'irai dans 6 mois. C'est pas la question. Je m'en fous. On s'en moque. Ouais, là, c'est cool, t'es loin du Covid et toutes ces histoires de... Bah ouais, carrément, ouais. Carrément, regarde, je veux dire, c'est pas très beau ces buildings, mais sinon, là, les grottes, là, je sais que là, on voit pas à la caméra, mais là où on va, c'est quand même sympa, quoi. Ouais, j'essaierai de vous mettre un petit extrait des grottes où on va. Du coup, j'ai reçu une question d'une fille sur Instagram qui demande est-ce que c'est facile de s'arrêter dans les ports en fait. Surtout t'as envie de t'arrêter dans un port ou dormir quelque temps dans un port. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce qu'il y a toujours de la place? Ah oui, en général, il y a de la place. La disponibilité dans les ports est plutôt pas mal, elle est plutôt bonne, hein. Il y a pas de... Après, en haute saison, peut-être que des fois, ça peut coincer un petit peu. J'ai entendu qu'il y a certains ports, effectivement, qui ont tendance à être saturés. Mais souvent, il y a une alternative qui est à proximité. Après, honnêtement, moi, je suis pas trop branché port, donc c'est pas trop. Et du coup, tu t'arrêtes où alors? Tu t'arrêtes où Mouillage. Ouais. Mouillage, avec tous les risques qu'il y a, tous les désagréments que ça puisse apporter, mais moi je trouve que c'est plutôt agréable d'être au mouillage. Là par exemple, on est au mouillage, ça bouge un peu, parce que bon, bah, on s'y est pris, je me suis pris un peu. Bon, c'est juste pour rester le temps de l'interview, 1 ou 2 heures, quoi, mais ça bouge quand même beaucoup. Quand on arrive à un endroit et qu'on s'aperçoit que ça bouge autant, et qu'on comptait y passer une journée ou 2, c'est sûr que c'est un petit peu plus désagréable, mais ça par contre ça s'organise vraiment, c'est-à-dire qu'on regarde la météo. Sur les applications comme Windy, ça nous donne la météo, donc le vent, ça nous donne la pluie, les intempéries, et ça nous donne aussi la houle, la mer qu'il y a. Ça c'est assez intéressant. La houle, c'est ce que vont regarder les surfeurs, par exemple. Là c'est une bonne journée pour surfer, Ouais. je pense. Voilà. Ouais, on va peut-être aller surfer après. Ouais, Yes. Et bah, du coup, comment tu fais pour cuisiner avec l'eau aussi, pour faire la vaisselle? Eh oui, on fait comme à la maison, sauf que on fait tout en mode très minimaliste. On consomme le moins d'eau possible. Vraiment, l'eau douce, c'est une ressource rare. Alors c'est un petit peu ironique d'être sur l'eau et de pas manquer d'eau, mais c'est comme ça. Donc moi je suis large, hein, là j'ai 200 litres de réservoir. On est parti sur 2 réservoirs, un de 90 et un de 110. Donc quand j'en ai un qui est vide, je sais qu'il faudra pas tarder à faire le plein. Et puis donc ça c'est quand même la première préoccupation, c'est l'eau. C'est l'eau. Et puis après pour la vaisselle, moi j'ai 2 robinets. J'ai un robinet d'eau douce et un robinet d'eau salée. L'eau salée c'est pas compliqué, c'est l'eau de la mer. Je vais laver avec l'eau de la mer et ensuite je vais rincer avec un petit peu d'eau douce pour en utiliser le moins possible. Ensuite pour les douches, l'hygiène, moi je vais me laver dans la mer et ensuite je vais me rincer avec une petite douche portable qui permet de me rincer à l'eau douce. D'ailleurs la douche c'est ça, cette poche là, C'est trop bien. Et ça chauffe du coup au soleil? c'est une douche solaire, ouais, tout à fait. Là, donc normalement elle est remplie, donc je pense que là elle vient de me lâcher parce que à mon avis elle est crevée. Mais bon c'est pas grave, j'ai trouvé une douche là-bas. Ok. Mais non, sinon oui, c'est aussi simple que ça, hein. On économise au maximum
Et du coup, on devient très intelligent pour être économe hein, quand on n'a pas le choix. Et comment tu fais pour laver tes habits? Ah, les habits, oui, ça en général, je le fais au port. Quand je m'arrête au port, je fais une lessive. Alors, j'évite en général d'utiliser la lessive du port parce que ça va être des prix exorbitants. Et quand on fait 1 kilomètre ou 2 pour aller au centre-ville, on va trouver la même chose et moins cher. Donc, en général, je fais ça. Je vais au centre-ville avec un petit baluchon, je lave et puis c'est tout quoi. Comme un étudiant qui n'a pas de machine à laver. C'est ça, hein. Non, en fait, c'est un petit peu ça. Ouais. Oh, ça me rappelle un peu, c'est un peu comme en Asie finalement, quand tu voyages, même si tu voyages à pied oui. ou quoi, bah, t'as quand même. C'est la même chose en fait. C'est la débrouille. Un endroit où... Ah, tout à fait. Après, ça m'est arrivé de faire des lessives à la main, mais à ce moment-là, j'ai jamais fait de lessive avec l'eau salée, mais ça me branche moyen. Après, il faudrait rincer. Après, il y a des méthodes hein, qui permettent, si on fait sécher les vêtements et qu'on les laisse exposer à plein de vent, et ben, ils vont claquer et le sel va s'enlever. Ça, c'est la méthode de Bernard Moitessier. Mais bon, voilà, hein, on fait souvent des petits arrêts au port quand même parce qu'il y a une tempête ou il y a des intempéries ou juste parce qu'on a envie de prendre une vraie douche chaude, douce. À cette occasion-là, on fait tout. Le plein de gasoil, d'eau douce et la lessive et les courses. Aussi. Ah ouais, les courses aussi, bah ouais, ça oui. Au mouillage, on se sert beaucoup de l'annexe. L'annexe, le petit bateau sur lequel je t'ai amené à bord. On se sert beaucoup de l'annexe. Ça marche très très bien. Il faut juste pas oublier de prendre la liste des courses, le portefeuille, le masque, ce genre de choses, parce qu'un aller-retour en annexe, bah, ça se fait à la force des bras. Mais c'est ça, en fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tout est moins simple en fait. C'est simple, la vie est simple, mais c'est pas si simple en fait. Finalement, tu dois penser à tout. Bah, c'est juste la vie normale d'il y a 100 ans. Avant qu'on automatise tout. Et du coup, c'est quoi que tu préfères dans cette vie en bateau? C'est quoi que tu kiffes? Ce que je préfère, c'est vraiment... Oui, c'est faire les choses par moi-même en fait. Et pas être aidé par une quelconque assistance. J'aime beaucoup ça. Beaucoup ça. Alors c'est une illusion, hein, parce que quand on va au port, bon bah voilà, ça y est. L'autonomie, l'autarcie, c'est une illusion, ça n'existe pas. Il y a toujours un moment où on va avoir besoin d'acheter un pot de vernis, un pot de peinture, du gasoil, de l'eau. Enfin... Mais moi j'aime beaucoup cet aspect-là où de toute façon, si on fait une erreur, eh bien, si quelque chose se passe mal, ça vient juste d'une erreur que nous on a fait. C'est pas la météo qui est responsable, c'est pas le matériel parce que c'est nous qui l'avons choisi. C'est pas la mer, c'est pas les autres, c'est nous. C'est la responsabilité de ce que tu fais. Oui, tout à fait. On peut pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui fait du bien. Et puis surtout, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la récompense est pour nous aussi. C'est satisfaisant de voir qu'on a réussi à faire quelque chose de bien. Mais bon, c'est vrai que quand on arrive ici, tout à l'heure je te disais, tu vas voir en mouillage ça va être génial. Bon voilà, je plante la pioche et boum, il y a des creux de 1,50 m qui rentrent, les vannes qui déferlent là-bas. Il faut pas dire, mais j'avais le mal de mer avant, j'étais pas bien. Là, ça commence à aller. Ouais. Et voilà, tu vois, je vais pas dire que c'est la faute de la houle. C'est pas la faute de la houle. Ouais. C'est comme ça. La houle, elle est ce qu'elle est, elle est là. C'était à moi de l'anticiper, surtout quand on était en mer, je savais bien que la houle elle allait dans ce sens-là. Je vois pu me douter qu'ici, il y avait des vagues. Voilà. Ouais, non, okay. Ce que j'aime bien, c'est ça. C'est cette satisfaction de faire les choses par soi-même, entièrement par soi-même, la débrouille. Et... Oui, ça me donne beaucoup de satisfaction. Après, bah, y a tout. C'est l'élément premier. Après, il y a tout le reste, hein, la liberté, le sentiment de liberté, puis d'être dans des endroits quand même sympas, rencontrer des gens géniaux, tout en ayant la possibilité d'être seul quand. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ça, c'est assez. Et du coup, bah, c'est quoi le revers de la médaille? C'est quoi que t'aimes moins? Le revers de la médaille, c'est que effectivement, des fois, on aimerait bien prendre une douche sans avoir besoin de prendre l'annexe, des petits conforts comme ça. Après, c'est un voyage permanent, donc c'est-à-dire que ça, des fois, on se repose pas trop. C'est-à-dire que, des fois, on a besoin de faire un break. C'est-à-dire, dernièrement, je me suis arrêté 3 semaines à Lagos, ça m'a coûté 285 € pour rester 3 semaines au port. Mais voilà. J'avais besoin de faire ce break, d'arrêter d'être toujours accroché à la météo, toujours accroché à la carte, savoir où est-ce que je peux aller si la météo tombe mal, et toujours être un peu sur le qui-vive, parce que c'est vrai qu'on est en alerte. Quand on revient un petit peu à une vie primitive, parce que c'est un peu une vie primitive en quelque sorte, quand on est très proche des contraintes de la nature, et bien en fait on s'aperçoit qu'on est toujours sur le qui-vive. Et
donc c'est des vacances, c'est vrai, mais en fait c'est pas des vacances reposantes. Ouais, c'est ça. C'est pas des vacances tout court. Ouais. C'est un mode de vie. Le revers de la médaille, c'est ça, des fois d'être un petit peu fatigué et un petit peu, parfois peut-être un petit peu blasé de pas d'être dans des endroits géniaux qu'on ne peut pas spécialement partager avec d'autres personnes. Moi j'ai choisi de faire ça en solitaire, c'est vraiment un choix. J'ai choisi d'avoir ce mode de vie, c'est pas des vacances de 3 semaines ou de 6 mois, ni un break d'1 an, c'est vraiment un mode de vie. Et du coup c'est vrai que quand on est dans des endroits qui sont magnifiques, qu'on ne le partage pas, que ce soit avec des amis ou la famille, des proches, là des fois c'est un petit peu frustrant. Donc on met une photo sur Instagram et puis il y a tout le monde qui like, mais on sait très bien qu'ils ne voient pas du tout la même chose que ce que moi je vis. Donc ça c'est un petit peu le revers de la médaille. La solitude, mais en même temps c'est trop bien d'être seul, de faire les choses par soi-même. De toute façon, rien n'est parfait, hein, comme ça. C'est ça. Mais du coup, raconte-nous ta pire galère. C'est quoi ta pire galère que tu as eue depuis que tu es Pire galère, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir vécu des galères, d'avoir vécu de grosses galères, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que la galère en bateau ça peut vite devenir une grosse galère. Ouais. Pas de galère. Non, j'ai pas vraiment eu une grosse galère. Trouver des pièces des fois si c'est pénible. Quand t'es à l'étranger, Ouais. que je te disais l'autre fois là, voilà, je veux juste de l'acétone, j'arrive pas. Tu sais, de l'acétone en bouteille. Donc, je suis allé à Leroy Merlin, c'est génial, Leroy Merlin là. Là non, il est en pot de peinture, mais c'est nul. Sur un bateau ça bouge. Si le pot je le défais, ça va se renverser, ça va en mettre de partout. Non, je veux des choses normales, quoi. Et ces choses-là, je les trouve pas. De l'acide oxalique, j'en ai pas trouvé, il y en a partout en France. L'acide sulfamique, j'en ai pas trouvé, il y en a partout en France aussi. De l'acide citrique, il a fallu que je change d'endroit. J'étais à Lagos, je suis venu ici pour pouvoir aller à Leroy Merlin pour en trouver. Voilà. Sinon, non, j'ai fait toutes les boutiques qu'il y a de Lagos et j'ai pas trouvé ça. C'est des petits détails, hein, mais ça pourrit la vie hein, quand tu cherches un produit en particulier. Parce que sur un bateau, il faut quand même être bricoleur. Ça peut vite être chiant en fait, des petits désagréments comme ça. Mais du coup, moi, la question qui me vient quand tu m'expliques tout ça, que je t'imagine, tu vois, en train de faire la cuisine, la vaisselle, tout prend du temps, après tu vas aller chercher des produits, etc. Comment tu trouves un équilibre entre tout ce mode de vie et en plus le travail? La routine. Et le travail, la routine? La routine. Ouais. J'ai tout quitté pour quitter la routine. Et la solution à tous les petits désagréments qu'on puisse avoir ici, c'est effectivement de s'imposer un petit peu de... Ouais. Alors c'est pas des routines, ça va être des processus. Moi j'aime beaucoup les processus, les espèces de petites recettes qui marchent bien. Quand on sait qu'on va naviguer le lendemain, déjà on se prépare un petit peu, on anticipe un petit peu tout. C'est pour ça que j'ai pu poser une petite photo sur Instagram ce matin en t'attendant parce que j'étais prêt. Depuis hier j'ai préparé, j'ai anticipé. Il faut savoir anticiper les choses. Il faut savoir anticiper quand on n'aura plus d'eau, quand on n'aura plus de provisions. Et la météo aussi. L'anticipation et des petites routines. Ouais. Par exemple, là, je fais mon pain. Je fais mon pain avec du levain. Il est trop bon. Il est pas mal. Il est bon. Franchement, ouais. Je suis pas déçu de cette dernière petite farine complète que Et j'ai pas trouvée à la complet, Beauce. en plus, monsieur. C'est vrai, je le fais avec du levain. Donc ça prend 5 heures pour lever la pâte. Donc il faut anticiper. Et puis une fois que tu as levé la pâte, il faut rabattre. Donc je rabats au moins 4 fois, moi, donc, à des intervalles de 20 minutes. C'est simple, si tu as besoin de te faire une tartine, il faut prévoir 10 heures à l'avance que tu vas te faire une tartine. Faut jamais, c'est tout con, mais il faut pas être dans le besoin. Okay. C'est pareil, là je fais germer mes lentilles pour avoir de la salade. Ça s'anticipe aussi, 4 jours à l'avance. Donc j'ai des routines tous les jours. Il y a un moment où je me dis, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'oublier de faire? Et rien que le fait de se poser cette question-là, ça permet de faire des petites choses. Un petit effort, là, 10% d'effort qui va te donner 90% de satisfaction dans les heures ou les jours qui suivent. C'est super intéressant. C'est une récompense que j'aime beaucoup, ça. Quand tu as du pain au bon moment, ça veut dire que là tu réussis ta vie. C'est tout con à dire, mais ça tient à des détails comme ça. Et du coup, c'est quoi pour toi la meilleure expérience que tu as vécue sur ce bateau ou avec ce voyage? La meilleure expérience? La meilleure Ou expérience? un endroit, un lieu, une Voilà. rencontre, quelque chose? Voilà. Mais j'ai vraiment du mal à distinguer un événement des autres. Il y a des moments forts, effectivement, hein, quand je me suis pris une cartouche, une cartouche, c'est du mauvais temps. Quand je suis parti de Saint-Jean de Luz, je l'avais fait un petit peu volontairement parce que j'avais jamais pris
des conditions un petit peu fortes. Et du coup, je partais un peu avec la boule au ventre quand les conditions étaient un peu plus fortes que d'habitude. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me prendre, je vais au carton, comme ça je saurais ce que ça fait et j'en saurais plus fort. Ça, c'était une bonne expérience parce qu'effectivement, ça s'est très bien passé. Alors, j'ai eu deux, trois avaries techniques, mais ça s'est très bien passé. J'ai réussi à gérer la situation. Je me suis aperçu que le bateau se comportait vraiment très très bien. J'avais vraiment aucun souci à me faire avec le bateau. Techniquement, ça allait. Et que moi, je supportais très bien la situation. Donc ça, c'était vraiment ces moments-là où on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. En quelque sorte, le programme que je blâmais tout à l'heure, qu'on arrive à atteindre des objectifs d'un programme, ouais. Ça c'est vraiment une récompense que j'aime beaucoup. Et quand on arrive dans des endroits qui sont jolis, ça c'est vrai que c'est super. Quand on passe le Cap Saint-Vincent, on sait que derrière, bon, le vent il prend, je sais pas, 15 nœuds. Donc déjà il y a une contrainte, il y a l'aspect technique, il faut passer le cap. Une fois qu'on a passé le cap, on arrive, on jette l'ancre, on mouille l'ancre et puis on se retrouve dans une crique qui est splendide avec des grottes un petit peu comme ça, un peu partout. Ça, ouais. C'est des moments qui sont magiques. Wow. On sait qu'on a atteint la destination. Voilà, check. Ouais. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Sans trop de problèmes. Malgré tous les obstacles. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Okay. Quand ça marche bien, en fait, quand ça se passe comme prévu. Ouais. Ok. Question très importante, est-ce que tu vois des dauphins des fois? Tout le temps. Tout le temps. Non, c'est comment dire, c'est vraiment fréquent. Je dirais à peu près un tiers des sorties, on voit des dauphins. Partout, genre aussi en France ou... Ah oui, en Bretagne il y en a beaucoup. Beaucoup. Qui se déplacent en pod. Hein. Donc, alors on voit la plupart du temps c'est des dauphins communs, mais des fois c'est d'autres espèces. J'ai vu une seule fois des baleines. Waouh, c'était où? Une petite famille, c'était au large de la Grande Motte, c'était l'an dernier. C'était pas avec Oya. Hein. Ok. C'était quand j'encadrais un stage. Et ils étaient très près de la côte. Mais bon, on se sent petit hein, parce que c'est des grosses bestioles. Tu m'étonnes. Mais les dauphins, c'est super sympa. Hein. Ils viennent à l'étrave comme ça, ils jouent avec le bateau, puis ils se penchent comme ça, ils te regardent vers le haut et tu vois leur œil là. Paf. Et les orques? Et les orques, eh ben non, ouais, les orques, ils m'ont fait plus flipper qu'autre chose. Parce que justement, j'étais en Galice quand il y a eu l'interdiction de naviguer à cause des attaques d'orques. Ouais. Et ça, c'est assez rare. Hein. Mais apparemment, il y a un pod où ils étaient peut-être en danger, c'est ce que j'ai lu sur la toile. Donc il y a plusieurs bateaux qui se sont fait attaquer. Moi, je pense que j'ai entendu quelqu'un à la radio qui venait de se faire attaquer, qui était en avarie de safran. Ouais, donc c'est plus cool de croiser des dauphins que des orques. Quoi. Bah, ces orques-là étaient vénères, mais en général, ils sont sympas. Yeah. Okay. Mais j'en ai jamais vu. Ok. Bon, je vais retourner à l'extérieur parce que sinon je vais gerber. Et c'est quoi tes projets du coup pour le futur? Tu penses aller où? Là, maintenant tu es au Portugal, dans l'Algarve. C'est quoi la suite? Tu sais déjà? La suite, déjà, c'est résister à la tentation de partir aux Canaries. Les Canaries... Alors le nord est derrière, le sud est là-bas, le Canaries c'est un petit peu par là-bas. Donc ça me démange hein, vraiment. Ça c'est résister à la tentation parce que là je suis arrivé à un moment où il faut que je fasse des sous. Donc il faut que je me concentre sur la suite de mon projet qui est de monter ma freelance. Donc là il faut vraiment que je résiste à la tentation de continuer de voyager. Rester en Algarve, c'est très bien, ça fait rêver plein de gens. Le confinement est très light, donc je vais me satisfaire de ça. Pour pouvoir être productif et bosser sur ton projet en ligne. Faire ça. Après au printemps, je pense que je vais partir. Je pense que je vais aller en Méditerranée. On va faire les. Alors si je pouvais faire un crochet au Maroc, ce serait cool, mais bon, on verra. Soit la Méditerranée, donc aller aux Baléares, ensuite revenir sur la côte française. J'ai des amis de la famille là-bas. Et puis ensuite, je ne sais pas, soit l'Italie, la Corse, la Grèce. Pas vraiment. J'évite de me fixer des objectifs pour éviter d'être déçu. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, c'est que maintenant tu dis, je vais aller au Maroc par exemple, comment ça se passe avec les frontières? Comment tu débarques simplement C'est un petit peu ça, il faut savoir qu'un bateau c'est comme si tu avais un échantillon de ton pays. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire d'avoir le drapeau le pavillon français là, qui est ici. Donc il faut, selon les pays, il y a des procédures différentes et il faut se renseigner à l'avance. Il faut se renseigner en termes d'assurance aussi. Les assurances rapatriement, ça peut quand même être intelligent.
moi, c'est pour ça que je me limite quand même en ce moment à l'Europe. C'est un petit peu la crise dans le monde là. C'est pas le moment d'aller au Yémen, évidemment. Hein. Tu vas pas dans des endroits où c'est la guerre. Il faut toujours se renseigner. Alors en Europe, il n'y a pas de souci parce que c'est l'Union européenne. Dès qu'on en sort, il faut se renseigner sur les procédures. S'il faut se dédouaner, donc on a le pavillon Québec, on hisse le pavillon Q comme Québec dans l'alphabet international. Quand on arrive pour la première fois dans les eaux territoriales d'un pays. Ah, ok. Il y a des procédures comme ça. Ensuite, les douanes viennent. Ça, c'est la procédure à l'ancienne. Que nous, on ne connaît plus trop parce que maintenant, avec l'Europe et Schengen, on s'en fout. On est un petit peu chez nous partout. Alors que c'est une illusion. Hein. Si on va au Maroc, il faut faire les choses correctement. Ouais. Okay. De toute façon, si tu navigues, tu es contraint d'apprendre un petit peu les réglementations, la loi. Il n'y a pas de code obligatoire, il n'y a pas de code de la mer. C'est obligatoire de le connaître, mais il n'y a pas de diplôme qui va être obligatoire en France. La législation dépend sûrement des pays aussi. Bon voilà, il faut se renseigner, c'est tout. Du coup, tu partages aussi ton aventure sur un blog, c'est ça? Oui, tout à fait. Si tu veux en parler un petit peu, comme ça on peut te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, carrément. Le nom du blog? Alors le nom du blog c'est levilain.blog. Le vilain, c'est un nom que j'aime bien parce que c'est un adjectif. Vilain parce que c'est ironique, c'est très beau de voyager je trouve. Vilain aussi parce que c'est le vilain petit canard qui fait les choses un peu à l'envers. Hein. Quand il faudrait se marier, faire des enfants, acheter une maison et puis je sais pas, un scénic, j'en sais rien. Moi j'ai tout plaqué et puis j'ai acheté mon bateau, je me suis cassé faire mon petit périple. Dans l'idée du blog en fait c'était un petit peu de partager avec mes proches. J'ai pas trop l'intention d'être un influenceur ou quoi que ce soit. Partager ma position géographique, ce que je vis et surtout comment je le vis. Donc c'est ouvert, il est public, il n'est pas privé. Il est public, c'est ouvert aux inconnus, aux gens que ça pourrait intéresser un jour de faire comme moi. Parce que quand on se lance dans un projet comme ça, c'est-à-dire de zéro, sans savoir naviguer, j'avais une petite idée quand même de la navigation, mais je considère que je suis parti de zéro. Pour en arriver là, au moment où on est sur le bateau, on navigue avec le bateau et on voyage, et en plus on travaille, il y a quand même un sacré paquet de chemin à faire, et on rencontre, tout au long de ce chemin, on rencontre plein de petits obstacles. Au début c'est l'horreur, hein. Au début on est perdu, hein. C'est que des obstacles, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Donc du coup moi sur ce blog je partage un petit peu tous les détails, que ça soit technique, que ça soit parfois émotionnel aussi, hein. Il y a des moments où tu as envie de laisser le bateau partir et puis bon, honnêtement c'est pas encore arrivé pour moi, mais je pense que ça pourra arriver un jour. Mais bon voilà, je partage un petit peu techniquement comment ça se passe et puis je donne des indices, puis je suis ouvert aux questions aussi, hein. Il suffit d'aller liker la page Facebook, me contacter sur Messenger, sur Instagram. C'est quoi le nom de la page Facebook? Pareil, le vilain. Le vilain. Je mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo, du coup comme ça vous pourrez aller visiter sa page et son blog. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je trouve ça super cool. Vraiment, je trouve ça hyper inspirant en fait. D'accord. Dis donc, c'est flatteur. Ouais, c'est gentil. Ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Moi, pour info, j'ai le terme digital nomade. Je l'ai connu il y a 2 semaines. Voilà. Je savais pas que j'étais ça. Je savais pas que c'était tendance. Je pensais que j'étais complètement à contre-courant des tendances. Mais en fait, il paraît que je suis un mec super trendy. Et ouais, c'est un digital nomade. Il y a 10 000 personnes qui veulent être digital nomade, toi tu les sens savoir. Ouais. C'est pas mal. Hein. Yes. Ok, bon, alors à très vite si tu veux être digital nomade. Il y a un formulaire juste en dessous de cette vidéo, tu peux me contacter et abonne-toi à cette chaîne aussi si tu as aimé cette vidéo, pour ça mettre un petit like et aller visiter sa page Facebook et son blog. Ciao! Ciao!